Je m'appelle Colin Damon, je suis développeur, coach technique et j'aime bien partager ce que je fais. Et ce soir, je vais vous parler du piège de la complexité. Vous savez, ce piège où quand quelqu'un vous dit, par exemple, « Fais un avion en papier, il faut me le jeter dessus dans 30 secondes », on va faire un pliage savant, alors que cette forme d'avion en papier a statistiquement beaucoup plus de chances de me toucher. Et qu'elle se fait en beaucoup moins de 35 secondes. C'est assez facile de tomber dans le piège de la complexité. En fait, c'est un piège qui est omniprésent. On va avoir nos organisations qui vont nous faire créer de la complexité. Alors certes, une organisation est faite pour enlever cette complexité, pour nous faciliter la vie, mais peut-être avez-vous déjà croisé une organisation qui ajoute de la complexité. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que vous allez travailler pour des grands comptes. Il y a la communication qui va ajouter de la complexité, ou plutôt les problèmes de communication, les incompréhensions, qui vont créer de la complexité là où il n'y en avait pas. Il y a la pression qu'on a pour avoir des résultats, pour le temps. Faites un avion en 35 secondes. Quelle forme l'avion? Il y a l'incompétence. Alors, ce n'est pas une insulte, l'incompétence. Hein. L'incompétence, c'est juste factuel. Moi, je suis incompétent en cuisine. Voilà. C'est pas grave d'être incompétent. C'est tout à fait OK. Mais l'incompétence va créer de la complexité. Le problème qu'on cherche à résoudre, évidemment, va amener une certaine complexité. Plus on cherche à résoudre un problème complexe, plus on va avoir de problèmes de complexité. Il y a l'héritage, ce qui était fait avant. Ça peut être le code, ça peut être l'équipe, ça peut être tout ce qui était là avant. Et il y a évidemment tous nos biais cognitifs. Alors c'est un peu difficile parce que si je regarde ça, ça voudrait dire que pour ne pas tomber dans le piège de la complexité, pour ne pas créer des choses trop complexes, il faudrait une organisation qui rajoute aucune complexité, une communication parfaitement fluide, parfaite et sans aucune incompréhension, pas de pression, des gens parfaitement compétents, un problème extrêmement simple à résoudre, pas d'héritage du passé, et qu'on sache traiter tous nos biais. Bon, je crois qu'on est globalement foutu et on va faire des trucs trop complexes. Après, c'est peut-être pas très grave. Ça n'a peut-être pas beaucoup de conséquences, cette complexité. Peut-être que si je regarde le nombre de fonctionnalités que je sors par rapport aux efforts que j'y mets, est-ce que vous pensez que c'est une droite? Que plus on met d'efforts, plus on produit de valeur? Hein? Pas tant. On est plus sur quelque chose comme ça, souvent, qui va tendre vers une asymptote, parce qu'en fait, c'est cette complexité qui s'accumule, qui fait qu'on a de plus en plus de mal à ajouter de la valeur. Et en fait, cette complexité, on peut la classifier en 3 familles dans le dev. Il y a ce qu'on va appeler la complexité essentielle, c'est la complexité du problème qu'on cherche à résoudre. Je cherche à résoudre un problème qui a une complexité X, j'ai très peu de chances de faire une solution qui a une complexité inférieure à X. À cette complexité, on va ajouter la complexité obligatoire, puisque nous, pour en faire une solution logicielle, il va falloir qu'on ajoute des choses, il va nous falloir des sortes de transactions, de disques, de réseaux, de machin. Donc il faut qu'on ajoute des choses. Et puis, il y a la complexité accidentelle, toutes celles qui ne devraient pas être là, mais qui ajoutent énormément de complexité. Et c'est très facile de créer de la complexité accidentelle. Donc, on a 6 ou 7 sources de complexité au cube, et c'est très grave, parce que globalement, ça va réduire la quantité de features qu'on va pouvoir produire. Bon, ah oui, si vous voulez, vous pouvez lire Out of the Tar Pit. Je ne partagerai pas les slides de cette présentation parce qu'ils sont trop mouvants pour que ça ait un intérêt, et il y aura quelques QR codes pendant la présentation. Et Out of the Tar Pit, qui est le papier qui définit la complexité essentielle et la complexité accidentelle, si ça vous intéresse. Du coup, je crois qu'il nous reste à aller élever des chefs dans le Larzac. Parce qu'on est condamné à aller vers une asymptote de vélocité. À moins que on trouve des hacks. Et c'est tout ce qu'on pourra faire. On devra lutter contre la complexité en permanence. On va devoir utiliser des hacks. Il n'y a pas de choses parfaites. Comme on va chercher des hacks pour lutter contre ces différentes sources de complexité, accrochez vos ceintures, ça va aller un peu vite. Il nous reste 24 minutes. OK? Allez, on est parti. On va essayer d'aller hacker l'organisation. Quand on veut s'attaquer au problème de l'organisation, il faut garder en tête
que les problèmes de l'organisation ne sont pas la seule source de problèmes. Il y en a d'autres. Vous êtes évidemment acteur du système auquel vous appartenez. Vous avez un impact sur le système. L'organisation, les dysfonctionnements d'une organisation ne sont pas la seule source. C'est très facile de dire que c'est forcément la faute de l'organisation, que c'est forcément la faute du système. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde a un impact sur son système. Alors, si on dit qu'un système, c'est un bocal de cornichons, certes, il y a beaucoup de cornichons qui prennent le goût du vinaigre. Et il y a quelques grains de moutarde qui donnent du goût à l'ensemble. On peut être le grain de moutarde qui donne du goût à son système. Mais même sans ça, vous avez un impact sur votre système. Vous avez un impact, et donc dire c'est la faute de l'organisation, c'est la faute du système, bah, ça avance en rien, et là où ça a le plus d'impact, là où c'est le plus nocif, c'est pour vous-même. Donc c'est toujours mieux de garder en tête que ben, oui, on peut faire des choses. Quand on veut s'attaquer à changer des choses dans une organisation, il faut toujours avoir en tête la loi de Brandolini. Est-ce que quelqu'un connaît la loi de Brandolini ou connaît ce monsieur Alberto Brandolini, à qui on doit essentiellement deux choses à ma connaissance. Event Storming, qui est un atelier trop bien, regardez ce que c'est, et la loi de Brandolini. La loi de Brandolini, elle tient en une phrase, c'est un slide, je vous fais une traduction en français. La quantité d'énergie pour réfuter quand quelqu'un raconte de la merde est 10 fois supérieure à celle nécessaire pour la produire. Donc c'est-à-dire que si vous allez essayer de réfuter quand il y a quelqu'un qui a raconté n'importe quoi, vous, ça va vous prendre 10 fois plus d'énergie. Et encore 10 fois, il est gentil hein, sur plein de sujets. Sauf que si vous êtes tout seul à lutter contre ça, et qu'ils sont 100 à produire des trucs, et que ça leur prend à chaque fois 10 fois moins d'énergie, vous n'allez pas pouvoir lutter contre tout. C'est mécaniquement impossible. Vous ne pourrez pas. Donc il va falloir choisir ses combats et faire un peu attention à soi. Okay ? La loi de Brandolini, très intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller boire des bières avec Alberto, vraiment faites-le. C'est toujours passionnant. Quand on veut apporter un changement dans une organisation, donc on sait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas et qu'on veut changer, ça va nous prendre 10 fois plus d'énergie pour le réfuter. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher les gens qui ont à peu près envie de changer. Donc si je prends une répartition normale mal dessinée, dans une organisation, je vais avoir des gens qui de toute façon ne changeront pas. Ils peuvent être contre le changement qu'on incarne, ils peuvent être contre ce qu'on veut apporter, ils peuvent être contre le fait de changer, ou ils peuvent être contre la personne, ou voilà. Donc ces personnes-là, moi j'ai souvent fait l'erreur de me dire, je vais apporter un changement, pas de problème. Je vais prendre là, les convaincre, eux, et ça va amener tout le monde. Logique. Ne faites pas ça, ça ne marche pas. Vous ne les amènerez pas avec vous, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, et tout ce que ça va faire, c'est que vous allez changer de contexte plus rapidement que prévu. Ne faites pas ça, allez voir les gens qui veulent changer. Et c'est assez facile de les trouver, commencer à parler de choses que vous voulez faire, vous allez voir les gens que ça intéresse et qui veulent changer, et travailler avec eux. Et ces personnes, de par leur sphère d'influence, vont emmener les personnes qui ne savaient pas trop où aller. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir impulser un changement, en allant de proche en proche, de petit groupe en petit groupe. Vous allez pouvoir avoir un changement qui va être impulsé, il ne sera plus impulsé par vous, vous allez avoir des gens qui vont le faire à votre place. Du coup, la loi de Brandolini, elle est vachement plus facile parce que vous êtes plusieurs à raconter des choses, et vous n'avez plus d'énergie à y mettre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, et c'est là où ça devient magique. Et il y a un moment où il va y avoir des gens contre, qui ne veulent pas aller vers le changement que vous poussez, vous n'en parlez pas. Si c'est le moment où il y a déjà des gens qui le défendent à votre place, quand on viendra vous voir pour dire « ouais, il faudrait que tu participes à la discussion, machin », je pense pas. Je pense que vous allez choisir vous-même. C'est un hack qui est très puissant, qui fait un peu peur, mais savoir un moment lâcher et laisser d'autres personnes porter le sujet, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Bien. On va rentrer dans le moment pas fun, mais essentiel de la présentation. Vous voulez apporter du changement dans votre organisation, dans votre système, s'il vous plaît, avant de vous lancer là-dedans, quand vous allez le faire dans un système suffisamment important, donc plus d'une équipe, quand vous essayez d'avoir un impact, mettez en place un suivi psychologique, par une professionnelle, par un professionnel avec qui ça se passe bien, ne l'arrêtez pas. Et mettez en place une supervision. Une supervision, vous allez trouver quelqu'un d'autre qui fait ce travail-là, qui est coach,
et que vous allez voir régulièrement. Vous allez payer ces personnes, évidemment, vous allez payer le suivi psy, vous allez payer la supervision. Et vous ne l'arrêtez pas tant que vous portez un changement. Parce que sinon, vous allez être beaucoup trop en danger à titre personnel. C'est trop dur. Il y a trop de personnes qui sont contre ça. Gardez ça, c'est quelque chose, je ne le savais pas. Je l'ai appris à mes dépens, trop tard, beaucoup trop tard. Et ce sont des coachs très expérimentés qui m'ont donné ce conseil-là, nommément Romeo Moura. Et j'aurais beaucoup aimé parler de ça avec lui avant de passer quelques appels au 3114. Si vous ne savez pas ce qu'est le 3114, c'est un service incroyable. Je vous souhaite de ne jamais en avoir besoin. C'est la ligne urgence suicide. Okay, c'est incroyable d'avoir ce service-là, c'est trop bien, ce sont des professionnels, vraiment, c'est fou. Je vous souhaite de jamais avoir à les appeler. Okay, donc, si vous voulez apporter des changements, si vous voulez faire des choses comme ça, commencez par faire attention à vous. Commencez par vous avoir tout le support nécessaire et commencez par avoir le suivi qui vous permettra de le faire. Parce que de toute façon, sans ça, vous n'arriverez pas à incarner un changement, puisque si vous n'êtes vous-même pas bien, vous ne pouvez pas apporter un changement. Vous avez besoin d'énergie. Ok? Ça fait sens? Ça va être plus marrant la suite, vous inquiétez pas. On va parler de communication, mais on ne va pas en parler longtemps, je vais aller très très vite. La communication, il y a énormément de choses à dire. C'est une horizontale très très intéressante. Vous avez votre verticale qui est votre expertise technique et vous allez faire un T-shape pour rajouter des horizontales. C'est une horizontale que j'ai sous-estimée pendant très 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 longtemps. La communication, c'est une erreur, ça m'a coûté de l'énergie, ça m'a coûté beaucoup trop de choses. Renseignez-vous un peu sur comment ça marche la communication dans un groupe. Si vous voulez faire un tout petit investissement, écoutez ça, c'est d'utilité publique, c'est un TEDx qui dure 20 minutes. Vraiment, prenez 20 minutes de votre vie. The Power of Introvert, c'est 49% de la population et nos organisations ne sont pas faites pour ça. Et donc dès qu'on a une position un peu de management, un peu de lead, c'est 20 minutes, c'est bien investi, aucun problème. Vous voulez investir un tout petit peu plus de temps, un tout petit peu plus d'argent, vous vous achetez le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est un petit livre, il se lit très très bien, le nom il est rigolo, il parle de plein de techniques de manipulation. La manipulation c'est ok, hein. Les enfants manipulent leurs parents, c'est humain, il n'y a pas de... Oui, bonjour, bienvenue. Il n'y a aucun souci, hein. Il faut l'accepter, il faut savoir le détecter, il faut savoir soi-même en jouer de temps en temps, consciemment. C'est ok. Enfin, de dire oui, mais moi, je ferai jamais. Si, vous faites. Genre vraiment, enfin, juste vous en rendez pas compte. Mais c'est extrêmement naturel. Ok? Vous voulez investir un peu plus de temps, un peu plus d'argent sur la communication, payez-vous une formation ProcessCom, une vraie formation ProcessCom. C'est la technique de communication de la NASA. C'est avec ça qu'ils constituent leurs équipages. Il faut investir. C'est forcément des formations payantes. C'est un très bon investissement. Voilà, trois takeaways, vous en faites ce que vous voulez. Ok? La communication, c'est aller très très vite, on va passer à la pression. Comment gérer la pression? Déjà, la première chose à savoir, c'est que s'il y a de la pression qui vous redescend, c'est probablement qu'il y a de la pression qui redescend aux gens qui vous redescendent de la pression. Et donc, quand on est une équipe qui fait, une chose facile qu'on peut faire, c'est délivrer de la valeur visible. C'est-à-dire vraiment mettre dans les mains des gens des choses. Parce que ce faisant, la pression va diminuer. Parce que souvent, quand on nous met de la pression, c'est de la peur qui redescend. Ce n'est pas toujours un besoin de contrôle. Ça peut être juste un besoin de peur. Et donc, pour mitiger cette peur, on peut montrer des choses. Et du coup, la pression redescendra. Et ça réduit vachement plus la pression de mettre un site web dans les mains des gens qui décident que de leur fournir des estimations. Genre vraiment, j'ai essayé. Hein. Ils sont vachement plus détendus quand ils ont le site qui marche que quand ils ont une estimation qui dit « ce sera fini dans 8 mois ». Ça détend personne. Okay ? Donc, pour livrer de la valeur, en fait, on va imbriquer des boucles de feedback. C'est-à-dire qu'on va prendre... au lieu de livrer en une fois un gros truc, on va faire des toutes petites itérations et chaque itération apporte de la valeur. Et ces boucles, on va les imbriquer les unes dans les autres. La première boucle de feedback qu'on a, c'est en travaillant en pair ou en mob. Donc c'est en n'étant pas une seule personne avec un clavier et une souris, c'est en étant plus d'une personne avec un clavier et une souris.
Ce qui fait qu'on est en train de taper quelque chose et il y a la personne à côté qui dit « Attention !» Ça va vachement vite. C'est en secondes. Il y a la compilation, qui est une boucle de feedback très intéressante. Donc les langages compilés, c'est intéressant pour ça. Du coup, si on se crée des systèmes de type assez forts, si notre modèle ne permet pas de représenter des choses qui n'existent pas, notre compilateur nous dira « Attention, tu t'es trompé ». Un exemple tout simple, vous êtes en train de coder quelque chose pour une banque, vous avez une fonction qui prend numéro de compte, donc sur un compte, numéro de compte vers lequel je l'envoie, le montant et le timestamp. Bon, on est d'accord, c'est 3 longues. Bon, la personne qui se fait débiter d'un timestamp est pas très contente, et la personne qui se fait créditer d'un timestamp, ça va. Alors que si j'avais mis des types, mon compilateur m'aurait dit « Attention, tu es en train de passer une durée dans un montant, faudrait voir à faire des efforts. » C'est tout bête, mais c'est un feedback qui est intéressant. Vous avez les feedbacks des tests, évidemment, qui ont besoin d'une compilation, donc il y a un SA seconde. Vous avez les feedbacks de votre CI, qui est un peu plus long, qui va pouvoir faire un peu plus de validation, qui est en minutes. Personnellement, quand ça commence à dépasser 10 minutes sur une branche, je fais des efforts. Tant que ça reste sous les 10 minutes sur une branche, j'ai pas de problème. En fait, si ça dépasse les 10 minutes, le code va s'empiler plus vite qu'il se dépile, et donc ça commence à m'embêter. C'est le petit heuristique personnel. Et vous avez les reviews de vos pairs, qui sont en heures. Une revue, quand vous êtes dans un système où il y a des revues, c'est une des choses les plus prioritaires de ma journée. C'est-à-dire, il y a un collègue qui m'envoie quelque chose pour être revu. Globalement, dans l'ordre des priorités, il y a la prod est cassée, je vais aller prendre un café, et il faut que je fasse une revue. C'est vraiment important parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'attendre après ça. Donc j'arrête pas mal ce que je fais pour faire une revue. Donc il faut que ce soit facile à faire. Et enfin, il y a les users, c'est en heures ou en jours. Personnellement, je conseille de faire des pull requests, merge requests qui contiennent moins de 2 heures de travail. Ça veut dire que chaque personne en fait à peu près 3 par jour. C'est une moyenne. J'ai regardé sur la dernière mission que j'ai faite, donc j'ai fait 10 jours chez un client. Moi, j'ai poussé 128 MR. Donc c'est 12 par jour, à peu près pour moi. Donc 3, c'est OK. Ça fait sens sur les feedbacks. Et donc à chaque fois, chaque MR, en fait, il y a plusieurs boucles à l'intérieur et ça fait des petits feedbacks. On est bon? Je vous ai dit, ça va aller vite. Ça va aller vite, on survole, et il y a plein de choses, et venez m'en parler après si vous voulez qu'on creuse des choses. J'ai plein de choses sur ça, sur les tests et tout. Tous mes slides sont masqués, c'est incroyable. Allez, on parle de l'incompétence. Je trouve que c'est une belle représentation de l'incompétence, mais avec du potentiel. Quelque chose de très facile que vous pouvez faire pour lutter contre l'incompétence, c'est de créer des communautés de pratique dans votre organisation. Prenez une salle entre midi et 2 avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, puis vous faites des trucs. Vous parlez d'un bouquin, vous essayez de faire du code, vous apprenez un nouveau quelque chose. Personne ne vous dira rien, vous avez le droit de prendre une salle entre midi et 2 et de manger un morceau en regardant du code. Et puis vous laissez la porte ouverte, puis il y a peut-être des gens qui viendront. Et c'est OK, mettez pas d'efforts. Cherchez pas à avoir du budget, cherchez pas à faire des trucs compliqués. Mettez-vous dans une salle et parlez de trucs. Et vous avez de bonnes chances de démarrer des communautés comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est investir sur vous. Il n'y a pas grand monde dans le monde qui a plus d'intérêt que vous-même à ce que vous deveniez plus compétent. C'est idiot, hein? Mais on peut avoir tendance à se dire, c'est pas à moi de me payer ma formation, c'est pas à moi de me payer mes livres, c'est à mon entreprise de le faire. Sauf que l'entreprise, elle a moins d'intérêt que vous à payer des livres. Alors c'est bête de dire ça en meet-up, parce que si vous êtes là, c'est que vous investissez sur vous, on est d'accord. Mais je trouve que le message est intéressant de dire, investissez sur vous, vous êtes la personne qui a le plus d'intérêt à investir sur vous. Et en fait, si vous investissez sur vous, assez naturellement, l'organisation va investir sur vous. Parce que quand l'organisation aura un investissement à faire pour de la formation ou des choses comme ça, naturellement, elle va se tourner vers les personnes qui se forment par elles-mêmes. Et en fait, ça va créer un cercle vertueux assez rapidement. Quand vous êtes en train d'aller travailler sur l'incompétence, donc sur la montée en compétence de manière générale, faites très attention à l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça vous parle? Bon, ok, on va aller très très vite.
Petite vidéo d'introduction à l'effet Dunning-Kruger, où globalement, quand on passe de complètement incompétent à un tout petit peu compétent, on est persuadé d'être très 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 compétent, et donc on va très largement se surestimer. Et l'invention de l'effet est très très drôle, puisque c'est des voleurs qui sont allés faire un braquage en s'enduisant de jus de citron, puisque ça les rendait invisibles aux caméras, selon eux. Je vous laisse la chimie, comment ça marche. Vous savez les lettres invisibles où on écrit avec du jus de citron puis on chauffe? Ok, ils se sont mis du jus de citron sur la tronche, et ils se sont dit, en fait, on ne pourra pas me voir sur la caméra de sécurité. Vraiment, c'est la vraie histoire, ça vient de là, il y a la recherche et tout, et la vidéo est vraiment sympa. Donc je vous laisse regarder ça, c'est rigolo. Ok? Il y a plein de choses à regarder, mais il nous reste 9 minutes, donc on enchaîne. Allez, le problème à résoudre. Quand on cherche à résoudre un problème, il faut toujours regarder les personnes à disposition pour résoudre ce problème et le problème en lui-même. Et donc je vais vous parler de Cynefin. Ça s'écrit Cynefin, c'est du gallois. Ça veut dire le lieu de nos appartenances multiples. C'est un framework avec 5 zones. Au milieu, on a disorder, c'est celle où on est le plus souvent. C'est globalement, on ne s'est pas posé la question dans laquelle des 4 autres zones on était. Et c'est OK. Ensuite, on va avoir les problèmes et les situations simple. C'est-à-dire qu'on est dans le monde des best practices. Il y a une meilleure manière de faire qui est admise dans le monde, et tout le monde sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, on va pouvoir dérouler des choses tout droit, et ça va bien se passer. Le problème de simple, c'est qu'on tombe rapidement dans chaotique, parce qu'au moindre grain de sable dans ce tout droit, on va aller sur quelque chose où on n'a pas du tout envie d'être, où on fait rien, et globalement, il y a des gens qui courent en rond en levant les bras et en criant. Il y a du feu un peu souvent, enfin des choses comme ça. La frontière entre simple et chaotique est un peu particulière, donc c'est représenté avec ce zigouigoui là sur ce schéma, mais c'est une falaise pour dire que la chute entre simple et chaotique fait un peu mal et que revenir dans l'autre sens c'est un peu rude. À ma connaissance, dans le développement, on n'est jamais dans un contexte simple. On n'est jamais dans quelque chose où on va pouvoir prendre des recettes et les réappliquer. C'est jamais ça. Il y a toujours trop de changements, trop de variables. C'est peut-être le cas sur certains trucs du dev que je ne connais pas. Moi, je n'ai jamais été dans un contexte simple. Par contre, j'ai souvent croisé des gens qui mettaient beaucoup d'énergie et de moyens à essayer d'être dans un contexte simple. Ou à faire croire que le dev, c'était simple. Par exemple, Safe vous fait croire que le dev, c'est simple. La méthode, c'est l'axe de vente de la méthode. Tu vas suivre ces étapes, quel que soit ton projet, et à la fin, tu auras un projet qui marche. Et non. Ça, c'est un autre débat. Pour moi, dans le dev, on va souvent être complexe. Donc, on est dans le monde des bonnes pratiques. Oh, pardon. Oui, il y avait une erreur. On est dans le monde des emergent pratiques en complexe. Il y a une erreur dans mon slide, pardon. Ou complicated, on va être dans le monde des bonnes pratiques. Encore une fois, ce qu'on regarde, c'est le problème à résoudre et les gens à disposition pour résoudre le problème. Si on me demande qu'est-ce qui se passe si on coupe ce câble-là sur cette Ferrari, je ne sais pas vous dire. Les experts Ferrari vont pouvoir vous le dire dans les ateliers Ferrari. Ils vont arriver à le faire et ça va bien se passer. Donc, c'est vraiment la combinaison du problème à résoudre et des personnes à disposition pour résoudre le problème. Donc, une Ferrari, c'est complicated, et une mayonnaise, c'est complexe. C'est très français comme... Mais regardez dans quelle situation on est dans Cynefin, ça va nous permettre d'adopter la bonne démarche. Parce que sinon, on a de bonnes chances d'adopter une démarche qui ne sera pas la bonne, qui ne sera pas adaptée à la situation, et donc de se retrouver dans une situation bien pire, sans s'en rendre compte. Le framework est assez simple à comprendre. Il y a une vidéo de quelques minutes par son créateur qui explique comment on passe de l'un à l'autre en prenant un anniversaire pour enfants. C'est pas mal, à la fin il y a des extincteurs et des trucs. C'est assez sympa, regardez-la, elle doit faire 4 minutes, quelque chose comme ça. Ça va assez vite. Ok ? On enchaîne. L'héritage. Alors j'ai dû vraiment enlever des choses sur la gestion du legacy, ça m'embête, mais dans cet exercice de si je ne dois en garder qu'un, qu'est-ce que je garde pour traiter le legacy
Eh ben, je crois bien que je garde Refactoring de Martin Fowler. J'ai hésité avec aller en dojo, aller faire des meet-up et aller pratiquer le refactoring. Mais je crois que renseignez-vous sur la théorie sera mon premier call. Mais j'hésite. Il y a un match. Allez. Les biais. Alors là, pareil. Hein. Le choix plus que cornélien. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, sur la gestion des biais? Vous savez des trucs? Comment on fait pour pas trop être foutu avec nos différents biais cognitifs? Voilà. En gardant qu'un, je me suis dit, vous allez commettre une terrible erreur. D'Olivier Sibony. Qui, je pense, est un très bon livre sur ça, parce qu'il y a, alors c'est sur la prise de décision. J'aimerais un livre plus axé sur les biais qui nous embêtent vraiment dans le dev. J'en connais pas. Pas un seul qui résume tout ça, mais voilà. Et du coup, je suis allé très vite. J'ai sauté plein d'étapes, mais il nous reste 2 minutes, 3 minutes, pour que vous me posiez des questions sur les points que vous voulez couvrir. J'ai 2 questions. Ouais, est-ce qu'il faut te faire passer un micro? Pardon. Pardon, vas-y, pose ta question, je la répéterai. Pour le livre sur les biais, qu'est-ce que tu en as tiré comme ça parce que moi, je t'avoue, ça ne parle pas forcément trop aujourd'hui de qu'est-ce que je vais trouver dans un livre qui va permettre de décrypter ce que je comprends. Alors la question c'est, dans le livre, vous allez commettre une terrible erreur d'Olivier Sibony sur les biais. Qu'est-ce que tu en as tiré sur les biais? Énormément de choses. Déjà, comprendre l'impact des différents biais avec des cas réels. Donc c'est des situations qui sont devenues très catastrophiques, genre l'attaque du Vietnam, genre l'escroquerie aux avions sniffeurs de pétrole. Je ne sais pas si ça vous parle, ça c'est un peu vieux comme histoire. Il y a un moment, je crois que c'est un Français qui a vendu des avions qui étaient capables de détecter le pétrole. Et ça a été acheté, ça a coûté des millions, etc. Et donc il explique tous les biais qui ont fait que c'est rentré là-dedans. Et j'en ai surtout tiré un truc, c'est que un biais par définition, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. En fait, il faut un groupe pour ne pas tomber dans un biais. Et donc cette explication-là, de cette dynamique, et comment tu peux constituer un groupe qui va t'éviter de tomber dans un biais, était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. La connaissance des biais est intéressant. Voilà ce que j'en ai tiré. D'autres questions, d'autres remarques, si vous voulez. Je prends les remarques. Je prends les insultes. J'avais une autre question. Ouais. Tiens, je t'en prie, prends le micro. Merci. Alors, tu disais tout à l'heure, au niveau des pull requests, que pour toi, du coup, ça se mesurait en heures, que c'était une priorité absolue. Donc, je te rejoins totalement sur le fait que ce soit une priorité absolue. Mais le fait que ça prenne des heures, entre guillemets, je ne suis pas forcément... Enfin, comment tu calibres à quel point tu vas t'intéresser à la pull request? À quel point tu vas relire la logique? Quand je dis en heures, c'est la quantité de travail dans une pull request. Ouais. Donc, une pull request ne doit pas contenir plus de 2 heures de travail. Okay. Ça vient d'un biais. Les coûts irrécupérables, je ne sais pas vous, mais moi, mon cerveau, il va se battre. Plus j'investis d'efforts dans quelque chose, plus il va se battre pour le garder. Enfin, vous aussi, hein, spoiler, alerte. Et donc, quand je travaille sur quelque chose, un des derniers feedbacks que j'ai, c'est la relecture par mes pairs. Et c'est le moment où je peux me rendre compte que je suis passé complètement à côté de ce qu'il fallait faire. Et ça arrive. Et en fait, 2 heures, c'est le temps que mon cerveau est prêt à perdre sans trop se battre. Donc si j'ai passé 2 heures de travail sur quelque chose et que je suis complètement à côté de la plaque, je vais pouvoir regarder et faire « je suis complètement à côté de la plaque ». Jeter ma PR et en faire une autre, et ça me prendra beaucoup moins de temps. Si je commence à avoir poussé une semaine de travail et que je suis complètement à côté de la plaque, je peux bien vous assurer que j'étais pas à côté de la plaque. Je le sais. Et
ça marchera. Dussé-je y passer 2 semaines de plus? Et c'est là où ça devient très rigolo. Parce que peut-être que j'étais à côté de la plaque et qu'en fait, il y avait moins d'une journée de boulot. Et qu'en jetant la première version, je pouvais le refaire en moins d'une journée de boulot. Et en fait, c'est pour lutter contre ce biais-là que je trouve que 2 heures, c'est une heuristique qui est OK. Après, c'est une moyenne. Des fois, il y a des MR, il va y avoir une journée de boulot. Des fois, il va y avoir 40 secondes parce que je vais avoir trouvé une typo et je ne vais pas la glisser dans une autre MR pour faire du bruit dans une autre MR. Je vais vite fait tirer une branche, corriger la typo, pousser la MR et repousser mon truc. Oui, j'ai eu un tout petit peu plus de travail, mais j'aurai ma relecture beaucoup plus vite. Et j'ai le droit de m'auto-merge aussi. Et il y a encore une question, mais je ne sais pas si je prends encore des questions. Je me tourne vers les gens qui Oui, tu peux. Moi, c'est pour rebondir un peu sur ça. Tu parles de 2 heures de pull request de temps de travail finalement sur tes MR. Est-ce que tu as la conception finalement qui a été faite avant? Parce qu'une conception qui a été bien détaillée avant, 2 heures de travail, ça me semble petit. C'est-à-dire quand tu as une conception qui est déjà toute validée. Alors, je vais essayer de retrouver un slide qui était masqué. Comme au bal masqué, oui, tout ça. Youpi. Si je fais ça, il en veut ou pas? Si je le force comme ça, pas du tout. Rien à faire. Au secours. Je ne fais pas de conception en amont. Ma conception émerge du besoin avec... Je ne vois pas... c'est ça, affiché? Non. Merci, unhide. Merci beaucoup. La conception émerge d'un besoin, donc j'ai jamais la conception en amont. La conception, elle vient toujours d'un besoin. Donc j'ai mon système qui est dans un état A, mon code qui est dans un état A, et je veux lui faire B, qui ne sait pas encore faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... j'ai un truc bizarre sur cet écran. Je vais lister les différentes choses que j'ai à faire. Personnellement, je le fais sous forme de commentaires en to-do dans le code. Mais vous pouvez le faire sur un papier à côté, vous pouvez le faire sur un Kanban, vous faites comme vous voulez. La méthode importe peu, mais le but, c'est de me l'enlever de la tête. Ah oui, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Ok, je me les enlève de la tête. Clac, 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 clac. À cette étape, je ne suis pas du tout en train de réfléchir à comment je vais le faire. Je suis juste en train de dire, ah oui, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Je vais prendre un item de la liste et puis en faire un test. Parce que mon système il est dans un état A, je fais le test, il ne sait pas le faire, mon test est rouge. Choisir le test qui va m'amener vers une implémentation, bah, c'est très très dur, ça prend de la pratique. On peut en parler si vous voulez, comment on pratique ça. À cette étape, une erreur, c'est de faire des tests sans assertion. De manière générale, écrivez pas de tests sans assertion, ça a assez peu d'intérêt. Et une autre erreur, c'est de prendre tous les objets de la liste et d'en faire des tests. Ça, c'est une très grosse erreur que j'ai fait pendant des années, je l'ai même enseigné en formation. Faites ça. Faites pas ça, c'est pas une bonne idée. C'est une erreur. Ensuite, je vais modifier mon code pour que mon test passe, et tous les tests précédents, sinon ça s'appelle une régression en fait. À cette étape-là, je ne suis pas en train de retravailler mon code, je suis juste en train de faire passer mon test. Ensuite, une autre erreur, bon, c'est de copier-coller les valeurs et de supprimer des assertions pour faire croire que ça passe, on s'en fout. Oui, toujours pareil, hein, garder les assertions. Souvent, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que je me rends compte qu'il me manque des choses, donc je ne suis pas en train de le faire en même temps, je vais rajouter un to-do dans ma liste, parce que j'ai de la chance, j'ai de la place, je peux toujours rajouter des to-do. Je peux, à ce moment-là, faire un refactoring, retravailler mon code. Une erreur, c'est d'abstraire trop tôt. C'est quoi trop tôt? Ben, ça dépend des pratiques, de l'état de l'art de l'équipe, du système, de mes compétences, de ce que je veux faire. Faut s'entraîner pour trouver son sweet spot. Si vous voulez vous la péter en soirée, cette phase d'équilibrage, ça s'appelle l'homéostasie, voilà, en systémie. Il fait 16 degrés dans la pièce, tu mets à 22, puis tu vas osciller autour du truc. Cette phase d'oscillation, c'est de l'homéostasie. Je sais pas si ça marche en soirée, j'en sais rien, faut essayer. Une autre erreur à cette étape-là, c'est de refactorer plus que nécessaire. C'est quoi plus que nécessaire? Ça dépend de votre état de l'art, d'habitude, machin. Est-ce que la liste est vide? Oui. Osana, Abemus terminé la feature. Non, ben, je reviens au début. Ce truc-là, ça s'appelle développement dirigé par les tests. Ce schéma est tiré d'un article qui s'appelle Canon TDD par Ken Beck. Oui. Et là, on est presque sur du no estimate finalement quand tu t'engages sur la carte, parce que tu n'as pas forcément de notion de la conception en amont. En fonction de la conception, tu risques d'avoir justement des délais différents. J'ai pas de conception en amont.
Donc, c'est-à-dire si ton architecture que tu as choisie au début pour tes tests, et même tu as mis tes tests, hein, et pas du tout la bonne, bah, tu exploses finalement tes délais à refaire, quoi. Et non, tu vas beaucoup plus vite. En fait, c'est extrêmement contre-intuitif. Ça fait partie des choses que j'ai enlevées de cette présentation. Ça a été prouvé par Accelerate. Donc Accelerate, c'est jamais qu'une étude scientifique. Alors j'ai un doute sur l'ordre, mais en gros, il y a 3 parties. Partie 1, comment on a fait l'étude. Partie 2, nos conclusions. Partie 3, la lisez pas, elle ne sert pas à grand-chose. En fait, la partie 3, c'est qu'on leur a fait une critique de « vous êtes bien gentil avec votre étude, mais comment on fait ça ? Comment on arrive à vos conclusions ? Parce que vous avez conclu que les entreprises les plus performantes livraient tant de fois par jour. » Et donc la partie 3, ils ont rajouté un truc, mais vraiment, enfin voilà. Et donc Accelerate montre bien que les entreprises les plus performantes n'ont pas de conception en amont, parce que ça va beaucoup plus vite. C'est contre-intuitif. C'est vraiment contre-intuitif. Je peux revenir tout à l'heure sur mon histoire de loop. Il y avait une citation sur le côté que j'ai pas lue pour essayer d'être à peu près sympathique sur les timings. Mais il y avait une citation là. Il y a une petite citation là. Sur le côté d'un monsieur qui s'appelle Ken Beck, donc le même. Donc qui est Ken Beck ? Commençons par ça. Ken Beck, donc il a inventé le développement dirigé par les tests. Il a codé le premier framework de test unitaire, nommément S-Unit. Il est signataire du manifeste agile. Il a écrit beaucoup de bouquins, etc. C'est un monsieur qui est vraiment très inspirant, qui crée beaucoup de haha moments quand il parle. Allez écoutez ce qu'il dit. Et donc il y a cette citation, je vous la fais en anglais. Maybe this is a Silicon Valley thing, but I hear smart people unironically say, well, the first thing you have to do is a thorough survey of the market opportunity, and then the design organization produces the wireframe, and then the programmers do that, and that's how you build a successful software. And it's just not. No successful software has been built that way. Nothing that has any kind of outsized impact, and yet that's exactly the waterfall. And it doesn't mean, and it doesn't work for all the reasons that it's never worked, and yet the fiction is so attractive that people are gonna return to it. Oui, on a envie de pouvoir être dans un contexte simple de Knevin. On a vraiment fort. Pourquoi j'ai mis autant d'animation dans ce truc ? On a vraiment envie de pouvoir faire ça. Et de pouvoir prévoir, et de pouvoir savoir à l'avance, et de pouvoir savoir quand on atterrira, et de pouvoir savoir dès le début ce qu'on devra faire, et de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y aura de l'attraction, et qu'est-ce qu'il y aura du market fit. Vraiment, on a très envie. Ça ne marche pas. Malheureusement, c'est très triste, mais ça ne marche pas. Mais on est time, et c'est un débat beaucoup plus long que ça, et je ne vous convaincrai pas là-dessus. Ce que vous pouvez faire, je peux juste vous citer des toutes petites choses sur ça. Les story points, donc, qui sont une forme d'estimation, les attributs à Ron Jeffries, donc le co-créateur d'XP avec Ken Beck. Ah oui, il a créé XP aussi, avant Extreme Programming. Ron Jeffries, donc vous pouvez chercher Ron Jeffries story point, vous allez tomber sur un article qui commence par « I may have invented story points, and if I did, I'm sorry now ». Donc XP n'a plus d'estimation, Scrum n'a plus d'estimation, vous pouvez tomber sur un post de Shutterland, co-créateur de Scrum, qui doit avoir une quinzaine d'années, qui dit arrêtez les estimations, on a arrêté il y a plus de 10 ans, ça ne marche pas, en fait ça fait plus de mal que de bien. L'état actuel de la science a plutôt l'air de dire que ça ne marche pas. Il y a la conf de Victor Lambret de lundi dernier que je n'ai pas vue, je ne sais pas si quelqu'un l'a vue, à Lyon Craft, qui est un regard scientifique sur le craftsmanship, où à mon avis il parle de tout ça et de l'état actuel de la recherche, mais je n'ai pas encore regardé tout ça, mais je ne vous convaincrai pas en quelques secondes de ça, c'est beaucoup plus long que ça, c'est extrêmement contre-intuitif. On a vraiment fort envie de pouvoir anticiper, ça ne marche pas. La recherche nous dit que ça ne marche pas, les gens qui font ça, qui ont créé notre industrie, nous disent que ça ne marche pas, et plus on va dans cette industrie, et plus ça ne marche pas. Malheureusement. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de dev qui soit dans un contexte simple. Et je suis désolé, on est time, mais avec grand plaisir pour en discuter après. Il y a on va conclure sur une dernière question qui vient du chat cette fois, qui est toujours en lien avec les pull requests d'ailleurs. La question est, comment tu peux faire au moins 3 pull requests par jour, alors que dans pas mal de boîtes, tu n'es même pas maître des tickets écrits sur Jira, par exemple.
Parce que j'ai changé l'organisation avant, parce que je suis allé chercher les personnes qui allaient porter ça, parce que ce que je fais, ce n'est pas ce qui est écrit sur Jira, parce que je n'ai pas besoin de Jira pour être agile, parce que ce n'est pas Jira qui me dit quoi faire, parce que ce qui me dit quoi faire, c'est un besoin et c'est une co-construction. Et en tant que dev, je veux être impliqué là-dedans, je veux comprendre le problème. Il y a plein d'organisations qui confondent le problème et la solution. Souvent, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai ce problème », il vous parle d'une solution. Il ne parle pas d'un problème. Moi, en tant que dev, j'ai besoin de comprendre le problème. Parce que si je ne sais pas le problème, il n'y a à peu près aucune chance que la solution que je vais coder soit implémentée correctement. Ça peut arriver, mais c'est vraiment un heureux hasard du calendrier. Et donc, j'ai besoin de comprendre le problème, j'ai besoin de participer à la création de la solution, parce que des fois, moi, je vais avoir des idées de solutions qui seront beaucoup plus faciles à faire et qui seront beaucoup mieux. Et pourquoi j'ai cette idée-là et que la personne du produit ne l'a pas eue? Parce que je sais comment c'est fait dans le code et qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin des idées de tout le monde pour construire une solution. J'ai plein d'anecdotes trop bien sur ça. Il y en a dans mon bouquin. Achetez mon bouquin. J'adore l'argent. Non, il faut acheter le pas si vous ne le voulez pas. Donc j'ai plein de choses à raconter sur ça, mais je vais essayer de pas... Je vous ai dit, hein, je peux faire 7 heures là-dessus. Merci beaucoup. Merci.